Allez, on va démarrer pour pas trop prendre de retard parce qu'on n'a qu'une heure et on veut pouvoir vous libérer dans les temps. Donc, bienvenue à ce webinaire, donc une heure pour comprendre et agir sur la présentation des mesures d'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030 dans le cadre du Fonds vert. Donc, vous serez pendant ce webinaire accompagné de l'ADREAL, de l'Agence de l'eau et de l'Office français de la biodiversité, avec Hélène Souhan, chef de l'unité service biodiversité à l'ADREAL, SylvaineIse, adjointe à la chef de l'unité biodiversité du service biodiversité eau et paysage à l'ADREAL, Annick Mièvre, la directrice de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Katiana Valentini, qui est chef de projet affaires régionales et biodiversité à l'Agence de l'eau, et puis côté Office français de la biodiversité, Dorian Michelet qui est chargé de mission suivi et valorisation des projets, et Dominique Baudou, chargé de mission à l'OFB, euh, plus particulièrement sur le suivi des atlas de la biodiversité communale. Donc pour les règles un petit peu pour ce webinaire, là, pendant une heure, vous pourrez poser vos questions à différentes phases de la présentation via le module Q&R. On tâchera de répondre à vos questions le plus possible pendant ce webinaire, mais autrement, on pourra y répondre par la suite, soit par mail, soit sur notre site Internet. Le webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver sur notre site Internet en replay dès la semaine prochaine. Voilà principalement. Donc, quelques mots rapides sur l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc, on est un établissement public de coopération environnementale qui regroupe la région et l'État à travers différents établissements publics ou services déconcentrés de l'État, et puis l'Agence de l'eau, l'ADEME. Des collectivités engagées dans la préservation de la biodiversité et la transition écologique. Et la mission principale, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour accompagner les territoires dans la préservation de la biodiversité et l'accompagnement à la transition écologique. Les champs d'intervention de l'agence, il y a une partie sur l'accompagnement des collectivités et des acteurs sur les démarches de transition écologique et de préservation de la biodiversité. Une partie aussi sur l'amélioration et la valorisation des connaissances à travers notamment l'animation d'observatoires de la biodiversité ou de l'eau et des milieux aquatiques. L'information et la sensibilisation et la formation des différents publics avec des missions autour de l'éducation à l'environnement ou les chemins de la biodiversité. Et puis également l'animation de réseaux d'acteurs, comme le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques ou d'espaces naturels protégés. Donc voilà, après ces quelques mots, le déroulé du coup de ce webinaire, vous aurez une première partie de présentation du Fonds vert de façon générale, mais très rapide, avec ensuite assez rapidement la présentation des trois mesures liées à l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité par l'ADREAL, suivi d'une partie questions-réponses plutôt sur les modalités administratives de cette première partie. Ensuite, plutôt l'éligibilité des projets à la mesure protéger et restaurer les espaces naturels. On aura à nouveau une partie questions-réponses sur cette partie-là. Ensuite, une présentation sur les projets éligibles à la mesure réduire les pressions sur la biodiversité, avec une partie questions-réponses sur cette partie-là. Et puis la dernière partie du webinaire consacrée plutôt aux atlas de la biodiversité communale avec la mesure mieux connaître et mobiliser pour agir pour la protection de la biodiversité. Voilà, on va essayer de tenir les temps et de répondre à vos questions sur ce timing. Et je passe du coup la parole à Sylvaine, je pense, ou à Hélène Souhan pour la présentation suivante. Je vais enlever mon partage. Vous puissiez partager votre présentation. Merci Thomas. Je vais envoyer la présentation. C'est Est-ce bon, que ça parfait. fonctionne très bien? Ouais. Hélène doit être connectée. Je te laisse Ouais. introduire, Hélène. Non, simplement quelques mots pour vous remercier, pour remercier l'ARB d'avoir organisé ce webinaire et pour vous remercier tous de vous être rendus disponibles pour y participer. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner le maximum d'informations sur les règles du jeu, si je peux dire, du Fonds vert pour 2024
qui globalement ressemble assez à celle de l'année dernière, mais avec quand même quelques changements qu'il est important qu'on puisse bien expliciter. Voilà, donc on essaiera au maximum de répondre à vos questions et on s'engage, si on n'a pas les réponses en séance, parce qu'il y a quelques éléments qui ne sont pas encore totalement stabilisés, à revenir vers vous dès qu'on les a pour que tout soit clair pour tout le monde. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que l'emploi du temps est assez dense et je repasse la parole à Sylvaine tout de suite. Merci. Donc, comme l'année dernière, donc le fonds vert en 2024 permet de financer tout un panel de mesures de manière très large. Donc, il y a 17 thématiques qui sont aidées par le fonds vert, dont 3 thématiques qui ont plus trait à la biodiversité qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et par ailleurs aussi à signaler une mesure dédiée à l'ingénierie transversale, donc une mesure vraiment spécifique pour l'ingénierie. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet des 3 mesures qui ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de la stratégie nationale biodiversité, avec 3 thématiques et donc trois cahiers d'accompagnement qui sont produits aujourd'hui. Une mesure sur la connaissance et notamment la mise en œuvre des atlas de la biodiversité communale, sur laquelle on reviendra en fin de présentation, et qui est suivie par l'Office français de la biodiversité. Une mesure sur la protection et la restauration des espaces naturels et une mesure sur la réduction des pressions sur la biodiversité des territoires. Donc en région aujourd'hui, l'enveloppe qui est identifiée sur ces 2 mesures, 2 et 3, est de 8,5 millions d'euros, donc dédiés à la biodiversité en 2024, avec donc un montant légèrement inférieur à l'année dernière, mais avec un nombre de bénéficiaires a priori un peu moins important, enfin en tout cas un panel de bénéficiaires un peu moins important, donc on est à peu près sur les mêmes enveloppes que l'année dernière. Cette année, donc l'Adréal est désigné comme opérateur qui est responsable de la mise en œuvre et de la gestion du fonds vert en région, donc avec l'appui bien sûr de l'Agence de l'eau, on y reviendra, et de l'ensemble des services, donc l'Office français de la biodiversité, notamment sur les atlas de la biodiversité communale, mais pas que. Les DDT seront associés aussi, ainsi que la Direction interrégionale de la mer et le SGAR, donc au niveau régional. On instruira les dossiers côté DREAL et côté agence de l'eau avec une répartition qui est thématique. On sera donc service pilote sur le suivi de ces dossiers, alors que l'année dernière, c'était l'agence de l'eau qui instruisait l'ensemble des dossiers fonds verts sur les mesures biodiversité. L'ensemble des services publics, de l'État et des établissements publics ainsi que la région seront associés à l'instruction technique. Donc, comme l'année dernière, on fonctionnera avec un comité technique qui émettra des avis sur le fond de vos dossiers et sur leur recevabilité ou sur les améliorations à y apporter le cas échéant. Le dossier des dépôts se fera toujours sur la plateforme Démarche simplifiée. Aujourd'hui, le formulaire dédié à ces mesures biodiversité n'est pas encore mis en ligne. Il est en cours de test dans l'ensemble des régions. Donc, il le sera prochainement et on ne manquera pas de vous tenir informé de cette ouverture. Par contre, ce à quoi vous avez d'ores et déjà accès, ce sont les cahiers d'accompagnement qui sont disponibles donc, sur la plateforme Aide et Territoires. Cahier d'accompagnement, donc il y en a encore une fois un par mesure liée à la biodiversité, donc un sur les ABC, un sur la protection de la restauration et un sur la réduction des pressions. Et ils définissent, et ce sera notre ligne de conduite, les actions éligibles et les opérations éligibles à ces financements fonds verts. À noter que par rapport à ces cahiers d'accompagnement qui sont de niveau national, on aura la possibilité, là aussi c'est en cours, de décliner ces cahiers au niveau régional avec quelques précisions qu'on apportera à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La répartition des dossiers, comme je l'ai indiqué, donc en termes d'instruction et de pilotage, on va dire, de l'instruction, c'est celle qui est reprise dans le tableau. Donc vous voyez que l'OFB est comme les années auparavant directement concerné par les dossiers liés aux atlas de la biodiversité communale. Du côté de l'Adréal, on est sur les mesures liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale air protégée et à la restauration des écosystèmes dégradés au sein des zones de protection forte. L'agence de l'eau instruira l'ensemble des dossiers de restauration, sauf ceux qui sont en zone de protection forte. Et pour ce qui est des réductions des pressions, donc l'Adréal prendra en charge les dossiers liés à la mise en œuvre des plans nationaux d'action, alors que l'agence de l'eau prendra en compte en instruction les dossiers liés à la protection des insectes pollinisateurs, au rétablissement des continuités écologiques et à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. On reviendra peut-être dans la suite de la présentation, pardon, on va revenir sur le détail de chacune de ces mesures et ce qui est aujourd'hui éligible à la lecture des cahiers d'accompagnement.
Ce qu'on peut dire de manière générale sur ces mesures, c'est que le fonds il est destiné à financer ou à cofinancer donc des subventions d'ingénierie ou d'études préalables à la conception des projets, ainsi qu'à leur évaluation et à leur suivi dans le temps. Et ce sont aussi des subventions qui ont pour but, et principalement pour but, des investissements qui permettent la mise en œuvre de solutions concrètes, qui auront pu être identifiées grâce à l'ingénierie qu'on aura pu développer sur le point d'avant. Donc, le fonds vert peut financer des prestations d'ingénierie, que ce soit en régie ou externe, afin de faciliter la mise en œuvre des projets concrets que l'on vise. Si vous avez un projet qui est vraiment porté sur l'ingénierie avec l'idée de faire émerger par exemple une stratégie ou plus quelque chose lié à la planification d'une action ou d'un projet en faveur de la biodiversité, là on vous renverra probablement vers la mesure ingénierie transversale, donc qui n'est pas instruite ni par l'Adria ni par l'Agence de l'eau, et qui pourra permettre de financer des projets avec une ambition environnementale élevée et un coût aussi certainement plus élevé. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ne sont pas éligibles donc au fonds vert, et ça c'est un petit peu différent l'année dernière, en tout cas un peu plus développé. Donc le fonctionnement ou l'animation des structures n'est pas finançable, comme c'était le cas l'année dernière. Là, on renvoie à nos crédits, à nos financements classiques, en tout cas du côté de l'Adréal. Ne sont pas éligibles non plus les actions de connaissance pures et dures. On a eu beaucoup de dossiers l'année dernière qui relevaient d'actions de connaissance. Donc si c'est le seul sujet traité aujourd'hui, c'est pas éligible au titre du fonds vert. Et enfin, tout ce qui relève de l'animation et de la concertation pour l'émergence des projets n'est pas non plus éligible au fonds vert. On peut aussi, en termes de thématiques, signaler que par rapport à l'année dernière, donc tout ce qui relève de la lutte contre les macrodéchets, des mouillages ou du retrait des épaves, sauf pour les épaves situées en zone de protection forte en milieu marin, ne sont pas éligibles. De même, pour les aires protégées, les études de création préalables à la création d'aires protégées, hors zone de protection forte. On traite vraiment des zones de protection forte cette année. La notion d'aire protégée qui est plus large est moins prise en compte. Donc, les études préalables ne sont pas prises en charge. Et les projets qui seraient uniquement avec une thématique paysagère non plus ne sont pas pris en charge. Par contre, l'intégration du critère démarche paysagère dans le choix des projets et des projets en faveur de la biodiversité pourrait être prise en compte dans l'analyse des dossiers. Comme l'année dernière, là aussi, on ne prend pas en charge la mise en conformité, bien sûr, des projets ou de la mise en conformité avec une obligation réglementaire nationale déjà existante ou régionale, notamment tout ce qui relève de la compensation environnementale, bien sûr, qui reste à la charge des maîtres d'ouvrage des projets concernés. Donc, on ne pourra financer que des projets qui vont au-delà des prescriptions réglementaires existantes. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sera la date de dépôt du dossier qui fera foi sur la plateforme démarche simplifiée, qui fera office de point de départ pour la prise en charge des dépenses liées au projet. Les porteurs de projets éligibles, on est comme l'année dernière sur quelque chose de très large, collectivités, établissements publics, locaux et syndicats mixtes. Les services déconcentrés de l'État ou ces établissements publics, hormis quelques établissements publics qui sont ciblés, les associations ou les fondations, notamment les gestionnaires d'espaces protégés, mais pas que, les structures professionnelles de gestion d'espaces protégés aussi, notamment en mer, les gestionnaires plus globalement d'espaces naturels, par exemple les gestionnaires de grands sites ou les propriétaires forestiers, et enfin les entreprises privées sont tous éligibles au fonds vert. L'articulation avec d'autres financements, on pourra monter jusqu'à 80%, voire 100% dans certains cas particuliers, notamment pour les associations. Donc, on est dans le respect des principes de droit commun sur les taux maximum d'aide publique possibles pour des subventions d'investissement. Pour autant, l'idée du fonds vert, c'est quand même de venir chercher de provoquer un effet de levier, et donc les dossiers qui feront appel à d'autres financements seront particulièrement appréciés. Avec l'idée de monter des projets bénéficiant de plusieurs financements publics ou privés. Donc, les cofinancements sont possibles avec l'ensemble des fonds européens, les financements des collectivités ou les autres programmes budgétaires de l'État. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour les projets qui peuvent relever d'aide de l'Agence de l'eau classique, on va les appeler classiques ou appel à projet, comme l'appel à projet eau et biodiversité, on invite les porteurs à déposer leur demande
prioritairement auprès de l'agence de l'eau. Et le fonds vert pourra éventuellement venir en complément sur des cas particuliers voilà, de manière assez exceptionnelle. Mais l'idée, c'est de mobiliser les fonds agences de l'eau lorsque c'est possible en priorité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les dossiers seront à déposer sur le site démarche simplifiée où il sera pris en charge par le service pilote, donc soit l'Adréal, soit l'agence. On fera une première petite analyse pour identifier si vous êtes bien sur la bonne mesure et sous-mesure du fonds vert. Si ce n'est pas le cas, on vous invitera à rerouter votre dossier vers une autre mesure ou sous-mesure. Mais donc là, on sera en échange directement par l'outil démarche simplifiée avec vous. Et ensuite, donc, le dossier fera l'objet d'une analyse technique qui associe voilà, un interservice du côté de l'État et de la région. Je ne l'ai pas remis, mais la région sera aussi associée à ce comité technique. On pourra avoir 3 types d'avis, soit un avis favorable, auquel cas votre dossier sera tout simplement instruit administrativement, soit par l'agence, soit par l'Adréal, en fonction de qui est pilote sur la thématique. Éventuellement, des échanges pourront avoir lieu dans cette phase d'instruction administrative. Par contre, si l'avis est réservé, on pourra revenir vers vous avec des demandes de compléments à nous faire passer, bien sûr, dans les meilleurs délais. Ou si l'avis est défavorable, là, on vous en informera là, par démarche simplifiée et en vous expliquant les motifs du refus du dossier. Le paiement des dossiers pourra s'exécuter après obtention de la subvention, bien sûr. Le paiement pourra se faire dès le début d'exécution avec des versements qui sont possibles au démarrage des projets, des versements partiels. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que en 2023, donc certains dossiers n'ont pas pu être financés pour partie faute d'une enveloppe suffisante. Donc ces dossiers, on les a bien toujours dans nos listes de dossiers à instruire et ils feront l'objet d'un traitement prioritaire, notamment lors du comité technique de mars. Donc certains avaient bénéficié déjà d'un avis technique, donc ça sera relativement facile. D'autres nécessiteront de passer en comité technique, mais ils passeront en priorité en mars 2024 pour les faire avancer au plus tôt. Donc voilà sur cette première partie un peu générale. On avait prévu un petit temps d'échange à ce stade. Thomas, je ne sais pas si tu as pu relever des questions particulières. Alors, on a répondu en effet à quelques questions déjà hein, dans le module questions-réponses. Là, on va plutôt prendre vos questions d'ordre général avant de rentrer dans le détail des projets éligibles. Peut-être une précision, on a une question sur le fait que les actions liées à la connaissance n'étaient pas éligibles. Alors, c'est vrai que peut-être que dans le cadre des ABC, en revanche, là, c'est éligible. Effectivement, dans le cadre de la mesure liée aux atlas de Ouais. la biodiversité communale. C'est par contre sur les autres mesures sur Mm. lesquelles les actions spécifiques d'amélioration de la connaissance ne sont pas éligibles. Euh, une question d'ordre général et administratif. Est-ce que les SPL sont éligibles pour déposer des projets? Et dans le même registre, est-ce que les bailleurs sociaux sont-ils éligibles pour déposer un projet? Est-ce que par rapport à ces types de statuts, vous auriez des éléments de réponse? Il n'y a pas d'information particulière, mais le principe est quand même que les structures éligibles est assez large, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de possibilité de financer ces structures-là. Donc, a priori possible, mais on va effectivement vérifier ces éléments-là pour répondre plus en détail suite au webinaire. Pardon, sur Oui, les SPL, oui, elles sont explicitement éligibles. Là, j'étais en train de revérifier. Les d'accord. bailleurs sociaux, il faudra qu'on regarde. Ok, parfait. Merci. Euh, demande de précision pour savoir pourquoi les macro-déchets ne sont plus éligibles à la mesure dans le cadre de cette mesure-là. Je n'ai pas spécialement de réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si du côté de l'agence de l'eau, vous avez... Alors, Euh, Annick, je vous laisse réagir si vous souhaitez. allez-y, allez-y. Non, sur les macro-déchets, enfin, moi, j'ai pas eu d'informations spécifiques à mon niveau sur le quoi du comment. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, enfin voilà, ce qu'on nous a indiqué, c'est que concernant les zones de décharge des macro-déchets le long des cours d'eau, on pourrait éventuellement les prendre en compte pour ces projets-là uniquement. Donc ça aussi, je vais redemander confirmation, mais on avait eu comme information auprès du siège qui avait échangé avec le ministère que les zones de décharge et macro-déchets le long des cours d'eau pouvaient être pris en compte, mais exclusivement ce volet-là. Pour le reste, effectivement, c'est pas intégré.
À noter peut-être en complément que dans le 12e programme de l'Agence de l'eau en préparation, on devrait avoir capacité à aider du piégeage de macrodéchets au niveau des déversoirs d'orage uniquement, hein, donc pas du ramassage dans les cours d'eau ou en mer. Mais ça sera une évolution de notre programme sur ce point-là à compter de janvier 2025, mais pas cette année. Ok. Euh, une question sur le cofinancement. Lors du cofinancement, la hauteur du 80% de financement diminue ou le cofinancement intervient pour les 20% restants. Alors en fait, les projets sont éligibles à hauteur de 80%, ça, de leur financement. Oui, oui, tout à fait. C'est Alors, il y a 80% c'est de. peut-être une question par rapport à la. Il y a une exception, il me semble, qui a été citée sur certains projets. Le 80% s'applique notamment en collectivité, c'est un maximum applicable en termes de subvention. Pour les associations, on peut aller jusqu'à 100%. Oui. Est-ce qu'il y a un plancher en termes de projet? Je pense que c'est ça la question liée au minimi. Ouais, on l'a pas redit, mais c'est vrai qu'on l'a évoqué. On prévoit un plancher d'un minimum de 10 000 euros pour le coût total du projet, qui n'est pas le montant demandé en subvention, mais le coût total du projet à 10 000 euros. Oui. D'accord. Non, les aides de minimis, en fait, c'est les régimes d'aide aux entreprises privées qui les empêchent d'avoir un montant d'aide cumulé sur 3 ans d'aide publique pour des questions de concurrence. Donc on creusera, mais je vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas, hein, mais on creusera à vérifier. Ok. Alors, une question concernant les projets 2023 qui viennent s'imputer sur le budget 2024. Est-ce que ça réduit l'enveloppe globale du fonds vert? Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Concernant les financements liés à l'ingénierie de projet, qu'est-ce qui est financé si l'animation à l'émergence de projet ne l'est pas? Alors comment dire, ça va pas être simple en effet cette partie-là. L'idée c'est que les études éventuellement préalables nécessaires à la conception d'un projet concret sont éligibles. Euh, Par exemple, on veut mener une action de restauration de milieu, il y a besoin d'aller vérifier sur le terrain les travaux à réaliser exactement. Donc ça là, bien sûr, c'est éligible. On est voilà, sur vraiment des actions qui ont pour but de déboucher sur quelque chose, un projet voilà, que j'appelle concret, qui n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas un projet qui rentre dans les lignes ensuite de ce qui est finançable, une opération concrète. Par contre, les études préalables qui n'aboutissent pas à quelque chose de concret, ou par exemple sur le volet SNAP, on y reviendra, on peut financer aussi sur le volet stratégie air protégée, pardon, l'émergence de projets de zones de protection forte. Donc voilà, on peut financer ça de manière un peu plus poussée. Une dernière question avant de passer à la suite, parce que sinon on ne va pas réussir à respecter le temps. Les créneaux de dépôt des dossiers avec les dates de Cotec 2024 sont-elles communiquées? En gros, à quelle période on doit déposer son dossier pour pouvoir être instruit? Alors, on a prévu un comité technique par mois, mais de toute façon, on vous invite à déposer au fil de l'eau vos dossiers. On les instruira voilà, quand ils arriveront. Il y aura voilà, cet ordre chronologique qui sera pris en compte dans l'instruction des dossiers. Et on essaiera de faire des réunions régulières du comité technique voilà, pour avancer en fonction du flux de dossiers, bien sûr, aussi. Ok, bah, je vous propose de poursuivre la présentation. On va répondre au fur et à mesure à vos questions le module questions-réponses. Et là, on ne pourra pas répondre. On vous transmettra les réponses par la suite. Ok. Donc je poursuis peut-être sur donc là on va rentrer dans le contenu plus concret de justement ce qui est finançable ou ce qui ne l'est pas dans chacune des mesures. Donc pour la première mesure qui est la mesure protéger et restaurer les espaces naturels. Euh, donc pour ce qui est de cette mesure, elle comprend deux sous-mesures, dont la première est liée à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Donc les dossiers éligibles sur cette sous-mesure sont les opérations pardon, de maîtrise foncière pérenne qui vise à contribuer à des projets de zones de protection forte. Donc, on va y revenir, mais c'est donc
en lien avec l'objectif de 10% du territoire mis sous protection forte d'ici 2030. Le conservatoire d'espaces naturels est identifié comme cible prioritaire pour cette mesure. Pour autant, d'autres bénéficiaires peuvent aussi bénéficier de ce financement à ce titre-là, sous réserve encore une fois qu'on soit vraiment dans l'inscription en zone de protection forte des parcelles qui auront pu être acquises. Pour ce qui est des acquisitions en zone humide, on renvoie là aussi aux aides de l'Agence de l'eau, puisque l'Agence de l'eau est déjà positionnée sur ce type de projet. Et le deuxième volet de cette sous-mesure, ce sont les actions d'investissement et d'intervention pour une bonne mise en œuvre des documents de gestion des aires protégées sous protection forte, donc des ZPF. Et là aussi, donc, on a quelque chose d'assez large avec des études, des actions directes de protection, de restauration, de valorisation ou de requalification du patrimoine, qu'il soit naturel, paysager ou même bâti. À noter pour ce qui est, je l'ai déjà évoqué, mais on peut le redire, pour les zones de protection forte en mer, le retrait d'épave donc est éligible. Priorité pour les navires de moins de 24 mètres et pour les navires qui pourraient créer des pollutions dans le milieu marin, notamment la dispersion de débris. Mais l'année dernière, on avait donc des projets qui avaient émargé sur cette mesure sur l'ensemble du littoral. Cette année, on va se concentrer sur les aires marines protégées de protection forte. Toujours sur cette mesure, donc les critères de hiérarchisation qui sont annoncés dans le cahier d'accompagnement donc sont notamment la contribution de l'action à la mise en œuvre donc, du plan d'action régional qui a été élaboré pour la stratégie air protégée, donc que j'ai remis, quand vous aurez le diaporama, vous aurez des liens actifs vers les différents documents évoqués. Et pour rappel aussi, les zones de protection forte donc, sont définies par un décret d'avril 2022. Aujourd'hui, en région, donc c'est la carte qui est jointe à droite, ces zones de protection forte, elles regroupent les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles nationales, régionales, biologiques et les arrêtés de protection de biotopes, d'habitats naturels ou de géotopes. Et là aussi, vous avez accès donc, vers une cartographie interactive. Vous pourrez identifier si votre projet se situe ou pas en zone de protection forte. L'autre mesure concerne la restauration. Peut-être du côté agent, je vous laisse intervenir sur cette diapositive. Oui, merci Sylvaine. Donc là, on est vraiment sous la deuxième sous-mesure, restaurer les écosystèmes terrestres et marins dégradés. Donc, on va viser du coup essentiellement les opérations de restauration des écosystèmes terrestres et marins qui ont subi des dégradations. Et donc, avec une entrée principalement restauration. Voilà, si derrière le projet permet aussi de faire de la valorisation et de la requalification du patrimoine naturel et paysager, c'est un plus. Mais le point d'entrée, ça doit vraiment être une opération de restauration en tant que telle. Et donc, comme l'évoquait Sylvaine tout à l'heure, on va avoir tout ce qui est les travaux ou études avant travaux qui vont pouvoir entrer dans ce cadre. Sont aussi éligibles les mesures d'accompagnement qui vont permettre de réduire les pressions qui sont la cause de la dégradation. Bien entendu, avant de restaurer, il faut agir sur la pression, sinon on ne peut pas restaurer. Et donc, on va pouvoir coupler ces opérations de restauration à des opérations de réduction de la pression. Et enfin, tout ce qui est lié à l'établissement de contrats d'obligations réelles environnementales qui intègrent du coup des mesures de restauration. Ce qui n'est pas éligible sous cette mesure, c'est tout ce qui renvoie aux autres sous-mesures, en fait. Donc, tout ce qui est lié au projet en zone de protection forte, et donc qui relève de la sous-mesure précédente SNAP, ou les autres projets qui abordent d'autres sous-mesures qu'on verra par la suite au cours le long de ce diaporama. Donc, les PNA, tout ce qui est lié aux continuités écologiques et à la restauration d'habitats favorables pour les insectes pollinisateurs. Dans les critères de hiérarchisation, seront prioritaires les projets de restauration qui ciblent tout ce qui est lié aux habitats d'intérêt communautaire, espèces d'intérêt communautaire et habitats marins en lien avec Natura 2000. Et il y aura une attention particulière, bien entendu, qui sera donnée sur le suivi et l'efficacité de ces projets. Et là aussi, du coup, on vous a mis des liens vers la liste des habitats d'intérêt communautaire de PACA, pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. On avait à nouveau un petit temps de réponse aux questions. Oui, tout à fait. Donc, il y a de nombreuses questions hein, sur le fil. On essaie de répondre au fur et à mesure.
On avait une question un peu au début sur qu'est-ce qu'un projet 100% paysage, sur le volet donc éligibilité sur la question des paysages. Euh, L'année dernière, il me semble que les projets d'élaboration de démarches paysagères, donc de construction de la démarche paysagère étaient éligibles, et les projets que prévoyaient ces démarches paysagères, même voilà, ils étaient dédiés enfin, uniquement au paysage, en tout cas, et pas avec un enjeu biodiversité ou un objectif biodiversité associé. Aujourd'hui, voilà, on se centre sur des projets qui ont vraiment un bénéfice pour la biodiversité. Et si en plus ils sont inscrits dans une démarche paysagère cohérente, c'est d'autant, voilà, c'est un critère d'appréciation positive du projet, pour montrer la cohérence de l'ensemble. Mais voilà, on est vraiment sur des projets qui doivent avoir une plus-value et un intérêt pour la biodiversité. alors là, on a plus une question sur le volet cofinancement pour un projet qui serait éligible par sa nature et son porteur. Est-ce que c'est possible d'envisager un cofinancement par les contrats Natura 2000? A priori, oui. A priori, oui. Ok. Une question concernant les PNA sur plusieurs régions. Pour une action d'un PNA, peut-on demander un fonds vert pour 3 régions ou il faut demander auprès d'une seule région? Un peu Euh, administratif, ça, du coup, mais Bah, je dirais que ça dépendra peut-être du projet. Si c'est des projets localisés, 3 projets différents localisés dans 3 régions différentes, il faudra peut-être faire une demande à chaque région. Par contre, si c'est un seul projet qui bénéficie aux 3 régions, a priori, ça serait plutôt de faire la demande sur le siège de la structure demandeuse. Donc la région, l'adréal, enfin, ou la région du siège de la structure demandeuse. Je ne sais pas si c'est clair. d'accord, En ouais. tout cas, dans des cas comme ça, après, vous pouvez aussi nous poser la question par écrit et puis voilà, on verra avec nos collègues des autres régions si nécessaire. Hop là, ça bouge. Euh, le réaménagement des ZA ENR serait-il pris en compte dans la restauration, j'imagine, des habitats, donc zone d'activité ENR? Je ne vois pas à quoi il est fait référence. Ouais, faudrait préciser la question, mais est-ce qu'un terrain agricole avec du bâti patrimonial et en friche est un écosystème dégradé? Est-ce que ça peut être éligible dans le cadre du fonds vert? A priori, C'est du cas par cas, on ne peut pas répondre comme ça de manière générale. Il faut qu'il y ait encore une fois des enjeux de biodiversité et mm, qu'on démontre l'intérêt de la restauration mm. vis-à-vis d'espèces, alors là en l'occurrence liées au terrain agricole, d'espèces rares ou menacées en termes de biodiversité. Là, je reviens plus sur une question administrative. Y a-t-il des exceptions pour lesquelles le financement d'un poste dédié serait éligible? Y a-t-il, pardon, des Des financements? exceptions pour lesquelles le financement, parce qu'a priori, c'est pas éligible, un poste dédié à l'animation ou au fonctionnement du Hmm. projet. Mais y a-t-il des exceptions pour lesquelles le financement du poste dédié serait éligible? Dans le... A priori, non. On peut financer de l'ingénierie, hein, si c'est ça la question, donc des postes. Oui, Par contre, il faut que ce soit lié à la mise en œuvre d'un projet concret, voilà, encore une fois, lié tout à fait. à la biodiversité. On ne peut pas financer du Du fonctionnement de fonctionnement. structures comme on le fait par ailleurs OK. hein, du côté de la réelle ou d'autres structures. Allez, une dernière question et on va passer à la suite. Est-ce que 100% de l'enveloppe 2023 a-t-elle été allouée? Oui, oui, oui. Ok. On a même eu une petite rallonge qu'on a dépensée tout de suite. Oui. Sinon, il y a cette dernière question là, mais je ne sais pas si c'est pas plutôt sur la suite où on aura la réponse. Donc, on va enchaîner, on verra après pour la suite. Je propose qu'on enchaîne sur la partie pression. Donc voilà, la deuxième mesure, c'est la mesure réduction des pressions sur la biodiversité. Donc là, on a si je dis pas de bêtises, 4 sous-mesures qui sont au sein de cette mesure. La première, c'est celle qui consiste à la mise en œuvre des plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées. Donc là aussi, on est sur le financement d'actions proactives en faveur des espèces animales ou végétales visées par les plans nationaux d'action, sous réserve donc que ces actions soient bien prévues dans les PNA en question.
et sont notamment cités donc la sauvegarde de spécimens, la conservation in situ, ou la réintroduction ou le renforcement de population. On peut aussi, sont aussi lisibles les actions qui relèveraient du plan d'action pour la protection des cétacés ou des plans nationaux de gestion en faveur de la tourterelle des bois et des oiseaux limicoles. Donc on a des cas particuliers. Il faut retenir aussi que les plans nationaux d'action loup, ours et lynx sont exclus de cette mesure car ils bénéficient d'autres financements spécifiques. Et pour les espèces qui sont liées au milieu aquatique, là aussi, on renverra prioritairement vers l'agence de l'eau et ses aides classiques. Si l'agence ne peut pas prendre en charge sur ces aides classiques, on pourra revenir voilà, sur le fond vert. Donc, il y aura ce petit dialogue éventuellement à avoir pour les espèces qui sont liées au milieu aquatique. Et là aussi, on vous a remis la liste des espèces qui bénéficient d'un plan national d'action en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de plans régionaux d'action aussi, puisque y a quelques espèces qui bénéficient de PRA. Donc là, on est sur tout ce qui est protection des insectes pollinisateurs. Donc, c'est une sous-mesure qui est gérée par l'Agence de l'eau. Ce qui est visé à travers cette sous-mesure, c'est vraiment la restauration des habitats en tant que tel pour ces insectes pollinisateurs. Et donc, ça passe à travers l'implantation soit de couverts herbacés ou de linéaires végétaux qui sont favorables à ces espèces. Ce qu'il faudra bien faire à l'intérieur des projets, c'est de veiller à cibler les dépendances vertes des infrastructures linéaires de l'ensemble du territoire. Les espaces agricoles du territoire ne sont pas éligibles, donc on est surtout sur les voies navigables, véloroutes, jeux de passage, entrées dans ville, etc. Il y a la nécessité de viser une augmentation importante à la fois des ressources alimentaires, donc tout ce qui est nectar et pollen, mais aussi des micro-habitats refuges, donc action à la fois sur les ressources alimentaires et les habitats, pour permettre le cycle de développement de ces espèces. Et au travers de ces projets, il est demandé aussi de favoriser une diversité de groupes d'espèces pollinisatrices, donc de ne pas agir sur une seule espèce, mais plusieurs espèces en tant que telles. À noter également, c'est que c'est vraiment un plus si ces projets permettent de sensibiliser les acteurs socio-économiques, les citoyens aux enjeux de protection de ces espèces, et donc ça peut aussi être pris en compte dans les projets. Concernant la priorisation de ces projets, elle pourra se faire au regard de différents critères, dont notamment, c'est pas exclusif, la question du renforcement des connexions écologiques du territoire, voilà, donc la restauration des différentes trames, la question de la dimensionnement des projets, voilà, plus on a un projet qui est ambitieux et forcément plus il pourra être priorisé par rapport aux autres. Et puis, si ce projet contribue aussi à travailler sur d'autres enjeux comme la désartificialisation des sols, la renaturation, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, tout ce qui est lié à des démarches paysagères, là aussi, ça pourrait être un plus. Et enfin, tout ce qui est amélioration de la qualité du cadre de vie ou participation, sensibilisation des acteurs socio-économiques. Donc, n'hésitez pas à proposer des projets ambitieux qui intègrent aussi ces autres enjeux et à bien les mettre en avant. Sur le volet, la sous-mesure rétablissement des continuités écologiques, donc là, on va viser tout ce qui est la résorption des principaux obstacles à la continuité écologique. On travaille vraiment sur toutes les trames écologiques. Par exemple, donc voilà, on vous a mis quelques exemples pour que ce soit plus parlant, mais les opérations de résorption des points noirs des infrastructures routières. Donc, les passages à flotte sur les infrastructures linéaires de transport, tout ce qui est réduction de la pollution lumineuse, et la restauration de milieu naturel en zone agricole ou forestière. Là aussi, pour les projets qui sont en lien avec la trame bleue ou la trame turquoise, la nécessité de passer avant tout par l'agence de l'eau et voir les compléments qu'on pourra éventuellement apporter au fond vert, au cas par cas. Sont exclus les actions relatives à la restauration de la continuité terrestre ou aquatique en ville, puisque là, il y a un fonds qui est dédié, c'est le fonds renaturation en tant que tel, et les opérations sur le réseau autoroutier concédé. Enfin, concernant la plantation de haies, cette mesure, comme elle n'est pas destinée au financement direct des agriculteurs, mais à des groupements. Donc, l'idée, c'est que ce soit bien des collectivités, des syndicats ou des gestionnaires de milieux naturels qui portent un projet structurant de restauration des continuités écologiques. Ça ne peut pas être un agriculteur direct qui dépose un projet au fond vert pour restaurer les continuités.
C'est les mêmes règles qu'on retrouve d'ailleurs, nous, dans notre appel à projet eau et biodiversité quand on travaille sur la restauration des, des- de paysages, enfin, d'habitats à travers l'implantation de haies, de réseaux de haies, de mares. Voilà, la priorisation des projets, elle pourra se faire du coup notamment au regard des priorités qui sont définies dans le cadre du SRADET et du schéma régional de cohérence écologique, de la prise en compte des effets cumulés sur plusieurs sous-trames. Est-ce que les projets ils sont proposés sur des espaces naturels à forte valeur patrimoniale? Tout ça, c'est des critères qui entrent en jeu, hein, pour prioriser. Et puis, au niveau des espèces concernées, on va regarder aussi quelles sont les espèces ciblées. Est-ce que ce sont des espèces qui sont sensibles ou pas à la fragmentation? Est-ce qu'elles sont protégées, menacées? Ou est-ce que ce sont des espèces d'intérêt communautaire? Voilà, je le redis, c'est des critères de priorisation, c'est pas exclusif, hein. Voilà. Et en appui, du coup, on vous a remis ici les secteurs prioritaires identifiés en PACA dans le cadre du SRADET et du SRC. Autre sous-mesure, du coup, qui est également éligible, c'est tout ce qui va être lié à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc là aussi, ce qu'on vise, c'est l'opérationnel, hein, avec des opérations de gestion ou d'éradication au niveau des territoires de ces espèces exotiques envahissantes. Pour les végétaux, vous allez retrouver tout ce qui est action mécanique ou manuelle, ou encore d'autres méthodes reconnues ou expérimentales. Ce qu'on demande, c'est que ces méthodes, elles soient éprouvées et qu'on ait démontré qu'elles fonctionnent bien, par contre. L'utilisation de produits phytosanitaires, bien entendu, elle doit s'effectuer uniquement en dernière approche, avec un avis technique. Et elle n'est pas éligible pour les milieux aquatiques, puisque du coup, ce sont les règles du coup, de l'Agence de l'eau qui prévalent sur ce sujet pour mettre de la cohérence en fait, entre toutes ces politiques. Les animaux, là, il s'agit d'opérations de destruction, de capture par piégeage ou de lutte, de lutte biologique. Et là aussi, l'utilisation de biocides, elle doit être utilisée en dernière approche. Enfin, le projet, il doit s'inscrire dans les priorités définies au niveau régional en matière d'intervention sur les espèces exotiques envahissantes. Vous savez qu'il y a des stratégies régionales qui existent. Donc, il y en a une qui est pour la flore. Vous pouvez accéder sur le site de l'Adréal. Et pour la faune, elle est en cours d'élaboration, mais il y a déjà un diagnostic qui a été établi en lien avec l'arbre et le plan d'action est en cours d'élaboration. Donc, je vous invite à vous rapprocher des établissements qui sont cités dans l'encadré ci-dessous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et vous pouvez retrouver déjà tout un tas d'informations sur Internet. Et donc là, la priorisation des projets pourra se faire au regard notamment des espèces qui font l'objet d'une réglementation en tant qu'espèces exotiques envahissantes sur les sites en jeu de biodiversité. Donc, c'est un arrêté ministériel. Des actions menées sur les espèces émergentes, car on le sait, hein, sur tout ce qui est espèces exotiques envahissantes, les interventions, elles sont bien plus efficaces en fait lorsqu'on se situe en amont et qu'on travaille sur des espèces émergentes. C'est très compliqué, ça coûte très cher une fois que l'espèce est très présente. Et puis la question des modalités de gestion ultérieures afin de maintenir les résultats de l'opération, puisque une fois qu'on a mené une opération de réduction de ces espèces exotiques envahissantes, derrière, il faut vraiment aussi pouvoir gérer. C'est important. Et puis, juste une petite précision aussi sur la question de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Là aussi, le point d'entrée, c'est vraiment, il faut démontrer que, enfin, voilà, pour nous, l'entrée, c'est vraiment l'approche biodiversité. Finalement, cette espèce exotique envahissante, elle cause un souci avant tout pour la biodiversité et pas forcément par rapport à notre usage. C'est vraiment ça sur lequel va s'attacher le jury, en fait, pour apprécier l'intérêt du dossier. Ce sera par rapport à cette entrée biodive, en fait. Merci bien pour cette présentation sur cette mesure-là. Il y a une question concernant du coup les opérations de création d'ancrage écologique pour le balisage des zones interdites aux engins à moteur. Est-ce que c'est éligible dans cette mesure-là? A priori, non, hein. On ne l'avait pas remis, ça, Sylvaine, du coup, au début du diaporama, comme quoi c'était plus éligible, du coup, tout ce qui était mouillage.
Là, c'est balisage de zone, c'est pas Ah, mouillage, c'est le balisage apparemment. de zone, d'accord. Alors, le balisage de zone parle de la création d'ancrage écologique. C'est probablement éligible à des contrats Natura 2000 en mer. Est-ce que c'est éligible là? Bon, à creuser, du coup, À on voir. va vérifier sur cet aspect-là et sur cette question-là, et on vous répondra suite au webinaire dans le détail. Le financement de véhicules de terrain afin de mettre en œuvre les actions de gestion d'une zone de protection forte est-il éligible? On n'est pas vraiment dans la mise en œuvre du plan. Oui, je sais pas. Il faudra qu'on vérifie après. Donc, même chose, on va regarder dans le détail, mais il faut quand même que ce soit bien en lien avec l'action de gestion et de protection. Euh, alors, on a plusieurs questions sur la partie exotique envahissante, en particulier concernant le frelon asiatique, mais Katiana, je pense que tu y as en partie répondu dans ton intervention. C'est-à-dire ce qu'on jugera dans le projet, c'est vraiment la partie biodiversité de l'action de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Euh, voilà, s'il y a des compléments là-dessus, puisqu'il y a plusieurs questions quand même sur cette problématique-là du frelon asiatique. Notamment, est-ce qu'on peut financer la destruction des nids dans le cadre du fonds vert auprès des particuliers? Voilà. Je laisse Sylvaine répondre peut-être parce que vous êtes plus compétent d'un point de vue. Ah. Alors, sur le frelon asiatique, c'est en effet une espèce qui est inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes au niveau national. Donc, en théorie, elle est éligible à cette mesure à ce titre-là. Pour autant, son impact sur la biodiversité, il reste relativement limité aujourd'hui. Donc, voilà, se posera la question de ce sera peut-être pas les dossiers prioritaires que l'on instruira sur cette sous-mesure, enfin, espèce exotique envahissante. Pour autant, en fonction des demandes qu'on aura et des autres dossiers, voilà, s'il y a possibilité d'aller vers ça et qu'il y a un intérêt, voilà, un intérêt vis-à-vis de la biodiversité, on pourra éventuellement aller sur ces mesures, mais voilà, ça dépendra un petit peu des demandes qu'on recevra aussi. Et à ce jour, on n'identifie pas bien le type de demande qu'on aura et leur volume financier surtout. Donc c'est un peu en suspens sur le frelon asiatique, on verra en avançant, je dirais. Il y a des questions mais je pense que c'est pas éligible, hein, sur la partie pollinisateur sur les terrains agricoles. Est-ce que il y a des possibilités de financement? Est-ce qu'un agriculteur peut déposer un projet pour préserver les pollinisateurs autour de son... Non, non, Euh, non, c'est bien le fonds vert, c'est hors terrain agricole, c'est d'accord, explicitement précisé. ok. Euh, une question sur un projet de surveillance et action sur les ENI marines. Est-ce que c'est éligible? Alors, ENI, ENI, ça veut dire il faudra peut-être Tout préciser ce qui est les surveillance et acronymes. connaissance, On est des fois un non, peu perdu dans déjà. les Et acronymes. ENI, en tout Si, cas, la il y a surveillance, c'est pas éligible. ouais. d'accord. Les actions concrètes le sont, la surveillance pas, sauf si c'est un suivi si on met en De place une mesure et l'efficacité que d'une d'ailleurs on veut action. suivre des Oui. effets, là bien sûr, Oui. mais Ok, il y a une question merci. sur les espèces exotiques. Est-ce que les projets peuvent s'étaler sur plusieurs années? Oui, 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 bien au contraire. C'est parfaitement justifié, notamment sur les espèces Mhm. envahissantes, d'avoir une action qui dure dans le temps pour s'assurer que la mise en place des mesures a été efficace, d'accord. répétitive. Oui, sur ces espèces exotiques envahissantes, c'est bien qu'il y ait une stratégie, quoi, une vision sur du moyen long terme. L'opération, elle peut être ponctuelle, mais il faut bien qu'elle s'inscrive dans une démarche, une approche générale, quoi, avec une vraie stratégie. Ok. Une dernière, là, j'ai une question. Lutte contre le moustique tigre, est-ce que c'est éligible au fond vert? Perrine, non. Je pense pas, mais à On va vérifier vérifier peut-être. ça. Ouais. On va Alors, Son impact sur la biodiversité est nul, donc je pense pas. hmm.
Oui, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit ce point d'entrée impact biodiversité, que vous le mettiez aussi en avant dans le projet hein, en tant que tel. Hein. Ok. On va répondre. Est-ce que les zones de pâturage semi-naturel type alpage sont éligibles? Et après, on passera à la dernière mesure. Du coup, tu parles de quelle sous-mesure du coup Bah là, c'est sur, je pense que c'est sur la. Est-ce que c'est pour les pollinisateurs ou pour la réduction des pressions, mais euh, zone de pâturage semi-naturel en alpage, imagine en zone de protection éventuellement forte. Ça paraît très logique s'il s'agit de la mesure Il faut, pollinisateur, qu'elle soit éligible, oui, après, à voir. il faut voir le détail du projet, en fait, le contenu du projet, on ne peut pas y répondre comme ça. On va passer du coup à la dernière présentation. Et de toute façon, on récupère toutes vos questions et on tâchera d'y répondre dans un tableau en retour de ce webinaire. Donc, Dorian ou Dominique de l'OFB, je vous laisse la suite. Oui, merci. Ok. Donc, on va passer sur un temps de présentation très court en fait sur les atlas de la biodiversité communale avec des infos très synthétiques et puis on va vous renvoyer en fait sur un certain nombre de ressources sur la dernière diapositive. Donc, juste pour rappeler en fait le contenu d'une démarche d'atlas de la biodiversité communale. Donc, ça intègre bien un volet connaissance en fait avec la réalisation d'inventaires sur une partie du territoire de la collectivité, sur toute une partie du territoire. Mais il y a aussi un aspect très important en fait euh, de sensibilisation et de mobilisation en fait des acteurs du territoire, que ce soit des services techniques, des élus de la collectivité et des habitants, des socioprofessionnels présents sur le territoire. Et in fine, en fait, cette acquisition de connaissances et cette mobilisation des acteurs, ils doivent servir un passage à l'action. Donc l'idée, c'est bien de faire une synthèse des connaissances, de définir des enjeux et de savoir, en fait, d'identifier, en fait, comment ces enjeux ils peuvent être pris en compte, en fait, dans les politiques publiques, afin de définir, en fait, un plan d'action post-ABC. Et un des attendus, enfin, ce qui diffère un peu des appels à projets des années précédentes, en fait, c'est qu'un des attendus de production en fin de démarche, on attend aussi en fait la délibération de la collectivité vis-à-vis du plan d'action. Alors juste quelques chiffres en fait par rapport à 2024, puisqu'on est dans une montée en puissance en fait des financements liés aux ABC, puisque cette démarche en fait a été identifiée comme un accélérateur des politiques publiques dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité 2030. Donc cette année en fait le montant est de 15 millions d'euros. Alors, il s'agit bien d'un montant au niveau national et pas d'un montant régional, en fait, comme pour les précédentes diapos. Par contre, le taux d'aide est toujours le même, c'est 80% maximum du coût du projet avec un montant maximal de 250 000 euros. Et on est bien en fait sur 80% du coût éligible du projet et pas du coût total, sachant que certaines dépenses ne sont pas éligibles, notamment les dépenses de personnel permanent, que ce soit des fonctionnaires ou des CDI. Et les porteurs de projets ciblés sur les régions métropolitaines sont uniquement les collectivités et les établissements publics. Et la durée des projets, en fait, elle est au minimum de 36 mois et au maximum de 48 mois. Euh, voilà, il y aura en fait pour
Le dépôt des dossiers, en fait, se fera en continu tout au long de l'année, mais il y aura 3 périodes, en fait, d'extraction des dossiers, en mars, en juin et en septembre. Donc voilà pour les principales caractéristiques, en fait, du financement. Et on vous a listé un certain nombre de ressources complémentaires, en fait, notamment la page dédiée aux ABC sur le site, en fait, de l'Office français de la biodiversité, où vous retrouverez à la fois en téléchargement un guide méthodologique, en fait, national, et un support du webinaire d'information nationale qui a eu lieu le 12 janvier. On vous a aussi indiqué, en fait, le site national ABC qui recense, en fait, l'ensemble des démarches en cours et donne accès aux productions des démarches qui sont terminées. Et vous trouverez aussi sur le site de l'OFB, à la rubrique agenda, en fait, le lien pour vous inscrire, en fait, à un prochain webinaire de questions-réponses, en fait, sur les ABC qui est programmé, en fait, le 12 mars, le 14 mars. Et sachant qu'il y en a déjà eu un la semaine dernière et que, que les échanges, en fait, qui ont eu lieu au cours de ce webinaire ont vocation à alimenter, en fait, un question-réponse que vous retrouverez aussi sur le site de l'établissement. Et si vous avez des questions plus précises, en fait, on vous a mis les coordonnées mail, en fait, des 3 personnes auxquelles vous pouvez vous adresser pour des questions plus précises au niveau régional. Ok, merci bien Dominique pour cette présentation de cette dernière mesure du coup d'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité dans le cadre du Fonds vert. Il est 14 heures, donc on est dans les temps par rapport au webinaire. On peut peut-être prendre éventuellement quelques questions, mais sinon on y répondra par la suite en analysant un peu les différentes questions que vous avez posées. Et vous aurez de toute façon le replay de ce webinaire et également les présentations sur notre site internet par la suite. Euh, alors, on avait une question sur le dispositif Fonds vert peut intervenir dans la mise en place d'actions d'un espace naturel non protégé en lien avec les écoles et les associations. Le but est que ce lieu soit un site d'observation de la faune et de la flore sauvage, protection de faune et de flore, un projet à mettre en avant qui paraît important pour la commune. Pouvons-nous candidater sur un tel projet? Donc, a priori, plutôt un projet qui semble correspondre au dispositif aire éducative et pas tellement dans le cadre de ces mesures qui ont été présentées là lors de ce webinaire, hein. Voilà, vous me confirmez ça, j'imagine. On n'est pas sur ce type Oui, de oui, projet oui, d'éducation de l'environnement ou de valorisation. Après, peut-être à présenter dans le détail le projet, mais a priori, ça ne rentrerait pas dans le cadre des mesures qui vous ont été présentées jusqu'ici. L'achat de filets pour protéger Armeria contre les moutons. Donc là, on est plutôt sur le pastoralisme et le volet agricole. A priori, c'est pas non plus éligible à ces mesures présentées dans le cadre du Fonds vert. Euh, Oui, sauf si c'est l'espèce protégée qui bénéficie d'un plan national d'action, auquel cas, voilà, si faut qu'on regarde si c'est des actions spécifiquement prévues dans un plan national d'action, oui, là, c'est éligible. voilà. En fait, toutes les actions, les projets liés à la protection d'espèces, c'est dans le cadre des PNA Mm. principalement Mm. qu'on est centré dans le cadre des mesures. Voilà principalement. On va répondre hein, pour la suite sur le- en retour de ce webinaire à vos différentes questions. Du coup, juste pour vous indiquer qu'on va avoir d'autres webinaires à suivre là au niveau de l'agence. Sur le prochain, c'est le 20 février, sur comment supprimer justement les microplastiques de remplissage dans les terrains de sport synthétique. On aura le 26 mars. Quelles connaissances faune-flore disposons-nous en région? Donc plutôt sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Le 16 avril sur les Posidonies, sources de solutions face au changement climatique.
le 22 mai sur le sourcing, un outil pour des achats publics durables. Voilà, donc on vous enverra tous ces éléments-là au fur et à mesure que seront organisés ces webinaires. Donc, encore une fois, la présentation sera disponible sur notre site internet, le webinaire en replay. On tâche de répondre à toutes vos questions dans la partie QR et on vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci d'avoir participé. Merci Thomas. Merci.